On était dans la modification du champ d'attention. Est-ce que tu penses, toi, que la réduction du champ d'attention qu'on vit quand on est en état de stress, tu sais, cette focalisation, elle est un rapport avec la réduction du champ d'attention qui s'opère en hypnose? Ou est-ce que tu penses que c'est différent? C'est une bonne question. Alors, Merci. du champ d'attention ou du champ de conscience, ça, c'est deux choses encore même, parce qu'on parle souvent, traditionnellement, on parlait du champ de conscience, réduction du champ de conscience. Oui, ben c'est moi qui ai projeté là, pour le coup, mais D'accord. vas-y. Parce que aujourd'hui, on a tendance à traduire par champ d'attention, ce qui peut Mhm. être différent dans le langage traditionnel. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, ça va pas avoir d'importance pour ma réponse, je pense. C'est vrai que moi, j'ai longtemps cru que probablement l'hypnose tenait du même réflexe qu'on pouvait avoir à l'état de nature en cas de peur pour se protéger, le réflexe de se figer ou des choses comme ça, parce que souvent quand on parle des travaux sur l'hypnose animale, par exemple, qui est des Mhm. travaux qui ont été beaucoup, Luria en a fait pas mal, Pavlov, etc. Mais Chertok les citait à nouveau. Enfin, c'est un classique de la recherche. Qu'est-ce qu'il y a d'animal dans le phénomène de l'hypnose, puisque l'humain est un animal. On a tendance à assimiler ça aux états de sidération que peuvent avoir les animaux quand ils sont face à un ennemi ou des choses comme ça. Ce qui est pas forcément évident. C'est pas forcément ça qui se passe. Il peut y avoir dans l'hypnose un phénomène d'un autre ordre. Et donc, on avait tendance à dire qu'une personne qui est dans un état de choc, par exemple, ou sous l'effet d'une peur ou autre, a été dans une forme d'hypnose. Elle a une réduction de son champ de conscience à ce moment-là, elle n'a plus conscience de grand-chose, il est difficile de rentrer en contact avec elle, elle est submergée par plein d'émotions ou plein de choses comme ça. Elle peut avoir des anesthésies, elle peut avoir même des paralysies, etc., qui sont liées au fait que son champ de conscience est très réduit. Et on peut avoir tendance à penser que c'est de l'hypnose. Il y a même pas mal de travaux qui ont été faits à une époque là-dessus. Mais je sais pas en fait. C'est pas parce que l'hypnose souvent s'accompagne d'un réduction du champ de conscience que toute réduction du champ de conscience est de l'hypnose. Dans le sens où une personne dans un état de choc, elle est en réalité elle est pas facilement hypnotisable. Il est pas facile de créer un rapport avec elle. Elle n'a pas forcément une grande créativité hypnotique. Elle est dans un état qui est pas si facile à exploiter que ça. Et c'est un cliché de dire qu'une personne dans un état d'urgence ou de choc est plus facilement hypnotisable et que les suggestions passent mieux chez elle. Il suffit de Mhm. travailler dans un service d'urgence, à mon avis, pour se rendre compte que c'est vraiment très 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 loin d'être vrai. Qu'une personne qui à ce moment-là est dans un choc, justement parce que son champ de conscience est réduit, il est très difficile d'obtenir un rapport, les suggestions passent pas si facilement que ça, son corps est déjà rempli de réactions qui correspondent à la situation, et il n'est pas Mhm. évident de l'orienter vers autre chose. On n'a pas du tout affaire à quelqu'un qui est là, prêt à être cueilli, prêt à être accompagné d'une extrême facilité. Et je pense qu'au contraire, la réduction du champ de conscience qui se passe dans l'hypnose a beaucoup plus à voir avec celle qui se passe dans l'endormissement, qui est liée qui est plutôt relative à la confiance. C'est-à-dire, comme je sens que l'environnement est sécure, comme Ouais. justement je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin de me protéger, alors je peux petit à petit être moins vigilant aux alentours, au contexte extérieur, me laisser aller et rentrer à l'intérieur de moi, faire des distorsions. Je peux quitter un petit peu ma personnalité et ma présence au monde parce que justement je n'ai pas peur, parce que justement je suis tranquille, parce que je suis apaisé, etc. Et on retrouve d'ailleurs chez Erickson cette consigne même. Il dit que toute hypnose devrait commencer par le fait de rassurer la personne, de la sécuriser. Mais c'est peut-être pas simplement pour de l'éthique, c'est peut-être parce que c'est justement le principe même de l'induction hypnotique. C'est d'être finalement, alors il y a une métaphore que je prenais à une époque, c'est de m'imaginer être un feu de cheminée. Je dois être un feu de cheminée. On s'en rapproche pas trop près, sinon ça brûle. Il y a quand même une distance à garder. Mais il n'empêche que si on est à la bonne distance de ce feu de cheminée, il nous réchauffe, il nous éclaire, et on se sent bien. Et on s'endort blotti dans un plaid, on se sent bien. Voilà, on se relâcher et se reposer. Eh bien, je pense que mécaniquement et on va dire animalement, peut-être que l'hypnose a plus à voir avec un degré de sécurité et donc de relâchement de la vigilance qu'avec un degré de peur au contraire.
Donc je suis pas sûr que et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'était exploitable. D'ailleurs c'était la fameuse transition de Mesmer à Puységur à la fin du XVIIIe siècle. C'était passer d'un état convulsif où les gens vraiment faisaient des transes extrêmement impressionnantes, mais bon, on pouvait pas en faire grand chose, on pouvait pas trop les orienter, chez Puységur à un état beaucoup plus calme. On leur suggérait pas les convulsions et donc ils s'endormaient en quelque sorte, mais comme on leur parlait et qu'on leur demandait de faire des choses, bah ça devenait des somnambules. Mais du coup ça c'était exploitable, ça on pouvait en faire quelque chose. Et il y avait quelque chose de cette voilà, la confiance, laisser aux gens du temps pour y aller, être présent et leur faire et exprimer cette présence. À l'époque, c'était par des passes, etc. Donc il y avait des manipulations, mais c'est-à-dire il y a un accompagnement, il y a une présence chaleureuse qui, avec le temps, fait la preuve comment dire, le mot m'échappe complètement, de son inoffensivité. C'est pas ce mot-là que j'ai cherché, mais voilà. Il y a quelqu'un qui est là à côté de moi, et dans le temps, j'ai à l'intérieur de moi de plus en plus ce sentiment que cette personne ne me veut pas de mal, que je n'ai pas besoin de m'en méfier, et donc elle va pouvoir m'accompagner exactement de la même manière qu'un parent accompagne un enfant pour s'endormir, s'il est bienveillant et doux, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va me bercer et je vais finir par rentrer dans un autre monde parce que c'est lui qui va, ou elle qui va, gérer le monde extérieur à ma place. Donc il y a plus quelque chose, et vraiment c'est assez récemment que je reviens à cette idée-là. Parce que pendant longtemps, j'aurais snobé probablement l'idée de confiance, que l'hypnose est basée sur la confiance, en disant oui, mais elle peut être aussi bien basée sur la peur, sur plein de choses. Et en fait, je sais pas si c'est pas dans la nature même de l'hypnose d'être quand même un effet mécaniquement de la confiance. Donc, même s'il y a deux symptômes, en quelque sorte, qui se ressemblent, c'est-à-dire que dans le cas d'une personne terrifiée ou choquée, etc., on retrouve des choses qu'on retrouve aussi chez une personne qui est en hypnose profonde, mais pour autant, c'est pas forcément que ce sont les mêmes états ou que cette réduction du champ de la conscience n'est pas forcément la même. Ne répond même pas forcément au même mécanisme en fait. Donc je j'ai pas une réponse définitive là-dessus, mais voilà ce que cette question m'inspire là sur le coup.